Ça va faire 5 jours que je guette le moindre rayon de soleil pour vous tourner cette vidéo en extérieur. Et il faut bien se rendre à l'évidence que c'est foutu. S'il y en a un de vous qui a une chambre dans le sud de la France à louer, juste pour une semaine, je dis pas non. Avoir un peu de soleil pendant le mois de juillet et août, ce serait cool quand même. L'avantage de l'intérieur, c'est qu'on va pouvoir avoir la petite Oli dans la vidéo. Tu vas être sage, hein. Dis-moi que tu vas être sage. Hop là. On est parti pour répondre à vos questions. Juste avant de commencer, déjà premièrement, je voulais vous remercier pour les nombreuses questions que vous m'avez envoyées, que vous m'avez posées. Elles sont très intéressantes et pour la plupart, on sort du carcan matériel du choix entre tel boîtier ou tel boîtier et ça fait du bien. Donc merci beaucoup. C'est très agréable de répondre à ce genre de questions. Deuxième chose, j'aimerais juste vous relancer sur mes réseaux également. Si vous souhaitez papoter un petit peu comme ce que je vais faire ici, Instagram est là pour ça. J'utilise beaucoup Instagram pour papoter avec vous, souvent par vocaux. En tout cas, moi je fais des vocaux, ça me permet de répondre facilement à beaucoup de personnes, plutôt que de devoir taper à chaque fois le message. Donc n'hésitez pas à me parler par là. Pour toutes les personnes qui essayent de me suivre sur Facebook, j'ai une page que j'essaye d'alimenter, qui est liée à mon Instagram. Mais par contre, j'accepte personne sur mon profil Facebook parce que c'est un profil personnel et c'est pas très intéressant pour vous au final de suivre ma vie perso. Vous êtes très nombreux également à me demander des petites photos du dog qui apparaît dans les dernières vidéos. Je lui ai fait un compte Instagram également. Pas que j'ai envie d'en faire une icône de mode, mais juste que j'ai pas envie de mettre trop de photos de mon chien sur le côté un peu plus professionnel, photos de paysage, YouTube, etc. Donc il y a un Insta prévu pour le chien. De toute façon, tout est dans la description de cette vidéo. Bon, on est parti pour la FAQ. Je vais essayer de ne pas être trop long, mais d'être assez complet quand même pour tout le monde. On y va. Alors, à chaque fois j'afficherai les questions ici. Première question de Buzz Lightyear. Salut Pierre, si tu devais faire un choix matériel minimaliste, seulement un boîtier plus un seul objectif, lequel serait-il? Bonne continuation. Le choix de la raison, ce serait le XH2S avec le 16-55 mm 2.8. Pourquoi? Parce que c'est le combo le plus performant en ma possession. J'adore ce combo. 16-55 2.8, il est vraiment excellent. Sur le XH2S, je peux faire à la fois de la bonne résolution, 26 millions de pixels. J'ai un très bon autofocus, je peux faire de la vidéo. Bref, c'est un boîtier qui est très complet. Donc ça, c'est le choix de la raison. Le choix du cœur, ce serait le X100V. Puisque je l'aime d'amour, ce petit boîtier, tout simplement. Deuxième question de Gaspard Bonnier. Question pour la FAQ, est-ce que tu penses que Fuji vont sortir un XT40? J'en sais rien. Voilà. Et deux, j'aimerais profiter de cette question pour mettre les choses au point. Je ne travaille pas chez Fujifilm. Je ne suis pas un employé de Fujifilm. Je ne sais pas ce qu'ils vont faire. Et je m'en fous. Dans le sens où ça ne m'impacte pas, ou que très peu au final. Je travaille de temps en temps avec eux, et la nuance est importante, pas chez eux, mais avec eux, et pas pour eux non plus. Je travaille avec eux sur quelques lancements de produits, que ce soit sur tel boîtier, tel objectif. Mais je ne travaille pas chez eux, je ne travaille pas pour eux. Je ne sais pas ce qu'ils vont faire, et je suis totalement indépendant de Fujifilm. Donc oui, j'aime beaucoup cette marque-là, j'aime beaucoup leurs produits, sinon je ne les utiliserais pas, mais je ne sais pas ce qu'ils vont faire. Voilà, donc désolé Gaspard. Troisième question, Abiba Noma. Est-ce que tu as ou comptes tester le 23 mm Sigma pour monture X? J'ai vu passer la news, mais personne n'en parle sur YouTube. Tant que c'est pas annoncé, tant qu'il n'est pas sorti, je ne peux pas en parler. C'est valable pour celui-là comme pour un autre. Je veux dire, si je bosse sur un matériel, boîtier objectif qui n'est pas encore sorti, la plupart du temps, je suis sous NDA. Donc un contrat de confidentialité. Donc je ne peux pas te dire si je l'ai ou pas, je ne peux pas te dire si je travaillerai dessus ou pas, tu verras bien quand il sortira. Voilà. Fred, ce que tu aimes le moins et le plus sur le XH2S, un retour de ton expérience avec cet appareil depuis que tu le possèdes. Ça va faire 1 an maintenant que je le possède. Je l'ai testé en juin 2022 et je l'ai acheté début juillet 2023, dès qu'il était disponible chez Sony Photo. D'ailleurs, j'en profite, si tu comptes faire des achats photo ou vidéo, je laisse à chaque fois 2 liens. Un lien en Belgique chez Sony Photo, mais qui fait également de la livraison en France, et un lien chez IPLN en France, mais qui fait également de la livraison en Belgique. Les 2 liens sont à chaque fois en description des vidéos, avec le même code créateur Pierre B. Ça me permet de toucher une petite commission sur vos achats, et ça me permet de pouvoir tout simplement financer un peu la chaîne. Donc merci si vous passez par là. Pour revenir au XH2S, un point positif, un point négatif.
pour ne pas être trop complet dessus non plus. Un point positif, c'est que c'est un boîtier justement qui est très complet. Il est excellent en vidéo, il est excellent en photo. C'est, je pense, le boîtier le plus complet que j'ai pu avoir en ma possession. Un point négatif, c'est qu'il y a plein de mini-bugs. Alors, mini-bugs, ça sous-entend que ce n'est pas très très grave, et ça ne l'est, c'est pas très très grave, mais c'est plein de petites choses qui sont épuisantes nerveusement parlant. J'en ai parlé également avec un autre possesseur du XH2S, un photographe animalier, donc on n'a pas vraiment la même chose à faire avec le boîtier. On a plein chacun de mini-bugs qui ne sont pas les mêmes. Par exemple, moi, en ce moment, j'ai un bug où, quand je branche un micro, là par exemple j'ai le récepteur de mon micro-cravate, quand je le branche, je dois passer par les menus pour aller sur micro externe et régler le gain. Si je ne fais pas ça, le boîtier ne reconnaît pas qu'il y a un micro et donc il n'y a pas de son enregistré. C'est un bug que je n'avais pas il y a 2 mois, que j'aurai peut-être plus le mois prochain, mais, voilà, parce que le chien n'occupe pas à manger la table, mais je ne sais pas comment le résoudre. Avant ça, quand je mettais une nouvelle carte mémoire dedans, donc une carte que je venais de formater, je la mettais dedans, le boîtier frisait. Il s'arrêtait complètement. Je devais enlever la batterie et la remettre. Et puis ça allait. Donc c'est plein de petites choses qui ne sont pas extrêmement graves. Je veux dire, je n'ai pas le boîtier qui s'arrêtait de fonctionner du jour au lendemain, et heureusement. Mais c'est toutes des choses qui, nerveusement parlant, sont assez épuisantes. Parce que quand tu es sur un shoot, je prends un exemple de mariage, où le bug de la carte mémoire m'est arrivé, je suis content que ça me soit arrivé au cocktail. Où j'ai le temps de retirer la batterie, de la remettre, de réfléchir à « ok, pourquoi ça ne fonctionne pas ?» Si ça m'arrive quand les mariés sortent de l'église, je fais quoi? Donc, c'est un boîtier que j'aime énormément, mais qui est fortement perfectible. Des mises à jour, ce serait bien quand même. Question suivante, de Fabs. Je ne prononcerai pas tout le truc. Je me demandais comment se comporte l'autofocus du XS20 pour de la photo de sport par rapport au XH2S qui est forcément meilleur. Le XS20, c'est un boîtier que j'aime beaucoup, qui a également quelques défauts, notamment la surchauffe, on en parlera après. Mais l'autofocus est vraiment bon. Donc, évidemment, comme tu l'as dit, il est un poil en dessous du XH2S. Mais si tu veux faire un peu de photos de sport ou un peu de photos animalières, pourquoi pas, ça peut être un très bon boîtier pour commencer. Donc fonce, très bon boîtier. Question suivante de Alain, Fuji XS20 ou Sony A6700? J'ai mis toute la question matos en premier, comme ça fait. XS20 pour son côté complet. Le A6700, il y a des trucs que je n'aime pas et je t'invite à aller voir ma vidéo qui est un peu un billet d'humeur sur la sortie du A6700, qui sera beaucoup plus complète. Fabienne, bonjour, que faites-vous de toutes les photos que vous faites? Est-ce que vous faites des expositions, de la vente? Exposez-vous certaines d'entre elles dans la maison? Je ne fais pas grand-chose malheureusement des photos que je prends. Elles sont la plupart du temps destinées au réseau, ce qui ne me plaît pas. J'aimerais en faire quelque chose de plus physique. Donc j'ai déjà fait de l'exposition, je vais continuer à en faire. J'aimerais bien faire des tirages ou des albums, ou je ne sais pas encore quoi exactement, mais j'aimerais bien vraiment avoir ce côté physique. Peut-être un livre photo, un de ces jours, je ne sais pas. Mais donc, pour le moment, c'est juste pour les réseaux. Et ça ne me plaît pas. Donc, il va y avoir un changement là-dedans. Et est-ce que j'en imprime quelques-unes dans la maison? Oui. C'est au-dessus du cadre, là, justement. Mais pas énormément non plus. Dany, on entend plein de choses sur la XT5, XH2, mais rarement leur qualité de plage dynamique, qualité de piqué. Je sais bien que l'objectif est important, mais qu'en est-il du boîtier? Je vais être clair et net, le capteur du XH2, qu'on retrouve dans le XT5, c'est un des meilleurs capteurs que j'ai pu avoir de toute ma vie. Excepté les GFX, parce que les GFX c'est un niveau au-dessus, mais c'est un niveau de prix au-dessus et d'encombrement au-dessus. Mais le capteur du XH2 il est juste magnifique. En termes de dynamique, tu l'as dit, en termes de rendu d'image. Il y a un truc avec ce boîtier, avec ce capteur que j'aime énormément, que je ne retrouve pas sur le XH2S. Fatalement, ce n'est pas le même capteur, tu me diras. Question suivante de Sylvain. Sylvain qui était venu au Touch and Try de Sony Photo. Salut à toi. Toujours OK pour un Urbex, évidemment. Donc, Insta, fonce. Daniel, 2 questions. Fujifilm fait-il exprès de surchauffer le XS20 pour vendre son ventilateur? Deuxième question, quelle est la vraie différence entre un objectif réflexe et celui destiné à un hybride? Pour répondre à ta première question, je suis très naïf peut-être, mais je ne pense pas que Fuji fasse exprès. Je pense que le XS20 est un boîtier qui est construit de telle sorte à ce que malheureusement, de temps en temps, il y a des surchauffes. Maintenant, pour pallier à ça, il y a un ventilateur. Non, est-ce que c'est fait exprès? Je ne pense pas. Voilà. Deuxième question, la différence entre un objectif réflexe et hybride. Je ne connais pas toutes les différences parce que je ne suis pas vraiment un technicien, même pas du tout. Mais il me semble que dans les grandes différences, tu as notamment le tirage optique. Regarde par exemple une marque qui fait des objectifs pour réflexe et hybride. Je prends Sigma, voilà, au hasard. Tu as leur fameuse gamme Art
avec le premier 35 mm qu'ils ont sorti. 35 1.4 en monture réflexe, que ce soit en monture Nikon, Canon ou autre. C'est un objectif qui est, mine de rien, assez compact. Quand ils ont sorti la même version, enfin leur première version en hybride, qu'ils ont repris ce 35 1.4, qu'ils l'ont sorti en version hybride, l'objectif a pris 4-5 cm. Le fût s'est vraiment allongé. Pour moi, ça doit être dû au tirage optique. Entre autres. Il y a peut-être d'autres choses également. Donc une des différences, ça doit être ça. Maintenant, les autres, je ne les connais pas. Nocab, bonjour à toi, allez voir sa chaîne YouTube. Très très bonne chaîne YouTube de photographie, de paysages notamment, mais pas que. Quand est-ce qu'on se fait une sortie? Mais dès que tu vois cette vidéo, tu m'envoies un petit message et on se calque ça, en espérant que chez toi, il fasse un peu plus beau que chez moi. Luc, pourquoi tu grattes le carrelage? Pas grave. Lucas, y a-t-il des vidéos qui ne sont jamais sorties par empêchement, manque de temps, souci avec des marques? Très bonne question. Oui, il y a des vidéos qui ne sont jamais sorties. Lors de la 2e ou 3e saison, j'avais un contact avec Nikon pour la sortie du D500, donc un réflexe à l'époque. Très bon boîtier. J'ai eu le réflexe entre les mains pendant 2 semaines, quelque chose comme ça, et je me suis vraiment bien amusé avec. Et lorsque j'ai fait la vidéo, chose que je ne fais plus aujourd'hui, j'ai envoyé la vidéo par avance à Nikon pour leur montrer voilà ce que j'ai fait. En plus, c'était une première collaboration. Ils m'ont répondu tout un texte en disant que ça n'allait pas. Et il y avait en pièce jointe le script que je devais lire dans la vidéo. Donc ils voulaient m'envoyer un texte que je devais lire dans la vidéo à la place de mon avis. Donc fatalement, ça n'est pas passé. Et donc la vidéo est peut-être encore en non répertoriée sur YouTube d'ailleurs, depuis le temps, mais elle n'est jamais sortie. C'est arrivé également avec Holyland. Je ne sais pas si vous vous rappelez des émetteurs-récepteurs pour HDMI. Pareil, j'avais fait une review de leur produit, je ne sais plus lequel par contre. Et quand je leur avais envoyé, parce qu'ils m'avaient demandé de l'envoyer à l'avance, ils m'avaient clairement dit que ça n'allait pas et qu'ils voulaient une autre vidéo. Bref, on s'est un peu pris la tête là-dessus, ça n'est jamais sorti non plus. Donc il y en a peut-être 2 ou 3 comme ça. Après, par manque de temps, oui, il y a des projets qui sont nés. Alors certains juste à l'étape d'idées dans ma tête, d'autres ont été un peu plus loin. Je pense notamment au Brame du Cerf que je devais faire l'année passée avec Kevin de la chaîne Exploration Nature, qui ne sont jamais sortis. Pour le Brame du Cerf parce qu'on n'a jamais vu le cerf, donc fatalement c'est compliqué. Quoique ça aurait pu faire une chouette vidéo. Mais voilà, il y a à chaque fois des petits projets qui prennent leur temps, certains qui vont plus vite que d'autres, donc il y a des vidéos qui ne sont jamais sorties, mais qui vont sortir quand même. Mais quand, ça par contre, je ne sais pas. Très chouette question, Lucas, merci. Question suivante de Max. Depuis le temps que tu es sur YouTube, 7 ans, je crois que ça va faire 9 maintenant. Quel est le meilleur enseignement que tu pourrais donner à quelqu'un qui veut se lancer? Déjà, ne pas trop réfléchir. Au plus tu réfléchis, au moins tu auras... au plus tu vas trouver d'excuses pour ne pas te lancer. Donc, lance-toi et c'est parti. Il faut juste un téléphone et puis c'est bon. Aujourd'hui, on n'a pas besoin de beaucoup plus. Hein. Tu prends ton téléphone, tu filmes, le son est bon, l'image est bonne, c'est parti, on y va, quoi. Néanmoins, une leçon que je pourrais donner, c'est que YouTube va t'amener, si tu es un peu régulier, va t'amener des personnes qui vont se faire passer pour des amis, qui vont se faire passer pour des gens amicaux, mais qui vont être là dans l'unique but de prendre toute ton aura, toutes tes idées, toute ta notoriété que tu vas réussir à te forger. Et ça, j'en ai eu beaucoup. Des personnes qui, après de nouveau, je sais que je suis naïf, mais qui essayent de venir petit à petit s'immiscer dans ta vie privée de façon à avoir beaucoup d'emprise et qui vont complètement te choper toutes tes idées. Je te prends un exemple qui n'est pas arrivé, c'est un exemple. Je sors par exemple une série photo avec des teintes chaudes. Voilà. Je balance ça sur Insta, ça marche. C'est un exemple. Quelques jours plus tard, ces personnes-là vont sortir une série photo avec des teintes chaudes sur Insta. Ça, c'est pas grave. Tu fais ça quelque temps, et puis quand tu parles des teintes chaudes à cette personne-là, tu vas l'appeler Maxime, comme toi, enfin Max, j'imagine, tu vas lui dire, tiens, t'as sorti des photos en teintes chaudes? Oui, moi j'ai toujours fait ça. Ça va être leur réponse. Tu sais bien, moi j'ai toujours fait ça. Donc ils vont te mettre dans la tête qu'en fait, non, j'ai pas pris l'idée chez toi, mais j'ai toujours fait ça. Quand tu regardes bien, dès que tu vas sortir un truc, ces personnes-là vont faire exactement la même chose. Et c'est épuisant. Sincèrement, au niveau charge mentale, c'est vraiment épuisant d'être entouré de personnes comme ça. Donc, pour en avoir parlé avec d'autres youtubeurs, je sais que je ne suis pas le seul à avoir eu ce genre de personnes-là. Il faut t'en méfier, même si c'est compliqué à
à trouver, je vais dire. Moi, j'ai la chance d'avoir une compagne qui est beaucoup plus éveillée que moi et qui me dit, Pierre, fais gaffe quand même à ce genre de personnes. Parce que moi, je suis totalement naïf, quoi. Dès que quelqu'un me sourit, j'ai l'impression que c'est mon meilleur pote. Donc, peut-être trop gentil. Très bonne question en tout cas. Question suivante de Fred. Peux-tu recommander, des filtres pour photos ou vidéos? Je vais te dire ce que j'utilise. Voilà. En photo, j'utilise les filtres de chez Nisi, le porte-filtre V6 avec plein de filtres, des ND, des GND, des filtres Natural Light, je pense, pour enlever la pollution lumineuse. J'oublie son nom. Et en vidéo, j'utilise des filtres de chez Moment. Alors attention, parce que c'est une marque américaine, et donc quand tu l'importes, tu as beaucoup de taxes, donc ça faut faire gaffe. Néanmoins, ils ont de très chouettes filtres. Ils ont, dans ceux que j'utilise, des mists, qu'ils appellent des Cine Bloom, donc des filtres de diffusion, et des filtres VND, ND variables. J'ai les VND de 2 stops à 9 stops, donc le 2,5, le 6,9, et j'ai des filtres Cine Bloom, donc leurs filtres de diffusion, en 5, 10 et 20%. Et ce que j'aimais bien chez eux, c'est qu'ils ont toute la même dérive colorimétrique. Donc je sais que c'est une teinte rouge un petit peu chez eux, mais c'est toute la même. Et surtout, tu peux visser le filtre de diffusion sur ton optique et visser le filtre VND sur le filtre de diffusion. Tu sais faire un mix des deux. Ça, j'aime bien. Voilà. Je sais que chez Nisi, par exemple, il y a également le... je ne sais plus comment ça s'appelle ce système de filtre. Swift, je pense que ça s'appelle. Ça a l'air pas mal, mais je ne l'ai jamais testé, donc je ne pourrais pas t'en parler. Conseil suivant. Question suivante, pardon. Tes 3 meilleurs conseils pour faire des photos qui marqueront les esprits. Ça, c'est pas simple. Quand j'ai vu passer la question, je me suis dit c'est une très très bonne question. Les conseils que je vais donner maintenant, ils risquent de changer si tu me reposes la question dans 5 jours. Mais là maintenant, je te dirais, premier conseil, fais attention à la lumière et aux couleurs, pour que visuellement ça punch. Deuxième conseil, inspire-toi des grands photographes, que ce soit dans des reportages, dans des livres photos ou autres. Ils ne sont pas grands photographes pour rien, la plupart du temps. Il y a quelques arnaqueurs, mais la plupart du temps, ils sont très très bien. Donc, le fait de regarder des images qui ont fonctionné durant tout le siècle dernier, ou même durant les 20 dernières années, ça va te forger une manière de travailler qui va être un peu différente. Et troisième chose, oublie la technique. La technique, c'est super important à apprendre pour pouvoir ensuite l'oublier. En tout cas, ne pas faire attention à se dire « Ah, attends, j'ai telle scène devant moi, donc je dois me mettre à f1.4, 1 centième, je dois baisser mes ISO. » Non, non, non. Il faut le faire tellement souvent et apprendre tellement bien à la technique qu'il faut au bout d'un moment faire ça instinctivement. Donc 3 conseils, lumière, couleur, t'inspirer, voilà, des grands photographes, et oublier la technique, ce serait vachement bien. Bon, j'ai mon chien qui est occupé à ronger son os, donc j'espère que vous ne l'entendez pas trop au micro, mais normalement, le micro-cravate étant là, ça devrait aller. Question suivante de Romain. Bonjour Pierre, j'aimerais passer à l'hybride entre le Canon R6 II et le R7, lequel je devrais choisir, surtout que j'aimerais passer aussi au plein format, mais le prix du R6 II est beaucoup trop élevé. Bah écoute Romain, ta réponse est dans ta question. Tu voudrais passer au plein format, donc moi je te dirais, après je ne connais pas ton budget, hein, donc c'est une réponse sans connaître ton budget. Je te dirais de prendre le R6 Mark I, qui est déjà un bon boîtier, ou l'EOS R par exemple, qui est déjà un bon boîtier, de commencer à faire ton parc optique en achetant 2, 3 optiques peut-être, et puis ensuite d'acheter un boîtier plein format que tu vas juger bon. Pourquoi? Parce que si tu mets tout ton budget dans le R6 Mark II, si je comprends bien, tu n'auras pas le budget pour de bonnes optiques. Je pense au 24-70 par exemple, qui est un classique. Tandis que si tu prends un boîtier un peu moins cher, voire en occasion même, tu auras un peu plus de budget pour prendre de bonnes optiques. Et au final, ben, ce n'est pas un secret, j'enfonce des portes ouvertes, il vaut mieux avoir de bonnes optiques que d'avoir un bon boîtier. Avoir les deux, c'est mieux, mais le budget n'est pas toujours là non plus. Donc, mets d'abord ton budget dans ton parc optique et ensuite dans un bon boîtier. Dans cet ordre-là, c'est mieux. Question suivante. J'aimerais un comparatif entre les objectifs Canon R7 XS20 A6700 A7 IV. Oui, c'est une bonne question, mais je ne le ferai pas par contre, parce que c'est déjà beaucoup trop matériel à mon sens. Je ne suis pas technicien, donc le comparatif entre les objectifs, ça m'énerve. Voilà, je le dis clairement. Et puis en plus, là, tu me demandes de demander à Canon, à Fuji et à Sony pour avoir 4 boîtiers en même temps. Il faut savoir que mon agenda est déjà compliqué. Alors l'agenda de 3 marques, plus le mien, c'est mort à coordonner. Donc désolé, mais ce ne sera pas chez moi que tu trouveras ça. Après, YouTube est assez grand que pour trouver ça chez d'autres personnes également. Paul, bonjour, as-tu une astuce pour nettoyer au mieux un capteur stabilisé Fuji? Oui, le déposer en magasin. Voilà, je ne le nettoie jamais moi-même. À part un coup de soufflette, c'est tout. Quand j'ai besoin de nettoyer mon capteur, je le fais minimum 1 fois par an. Je vais en magasin, je dépose mes 2 boîtiers.
et ils le nettoient eux-mêmes. Alors oui, ça me coûte, je pense, 50 € pour les deux, 50 ou 60 € pour les deux, mais bon, déjà, c'est ça par an, donc c'est pas très grave. 60 € par an, je pense que je peux m'en sortir. De deux, je suis persuadé qu'il est bien nettoyé. Et de trois, s'il y a le moindre problème, c'est leur garantie et pas la mienne. Donc, ça vaut bien les 60 € par an. Alors, la longue question suivante. De Papouik. J'aurais plusieurs questions sur le droit à l'image. Ah oui, je laisse la question ici. Je ne répondrai pas à la question parce que je n'ai pas les connaissances pour le faire. Par contre, ta question, Papouik, m'a donné envie de faire, dans la saison prochaine, septembre, octobre, je ne sais pas, une FAQ spécialisée sur le droit à l'image, où vous allez me poser les questions que vous voulez, et moi, j'impacte, je prends toutes les questions, et je vais trouver la personne qui est capable d'y répondre. Tu parles notamment de Joëlle Verbrugge, avec qui j'ai déjà collaboré, qui est une avocate spécialisée dans le droit à l'image, au top là-dedans, mais il n'y a pas que elle. Je veux dire, il y a d'autres personnes qui pourront peut-être parler également de droit, peut-être plus pour les entreprises. Donc, malheureusement, à ta question aujourd'hui, je n'ai aucune réponse à t'apporter. Je ne vais pas commencer à donner mon avis ou quoi, je n'ai pas de réponse, tout simplement. Mais je pense faire une vidéo spécialisée droit à l'image. Donc, merci pour ta question. Je ne la mets pas de côté, j'y répondrai plus tard. Question suivante, Bruno, une question toute simple. C'est quoi qui t'a donné envie de faire des vidéos autour de la photo sur YouTube? Deuxième question, dans ta vidéo sur la prise en main du XH2, tu avais dit que tu ferais une autre vidéo de test. Ok. Troisième question, c'est quoi ton dessert préféré? Je vais faire dans le désordre. Troisième question, mon dessert préféré, c'est un tiramisu. Et surtout s'il y a des spéculoos dedans. Je ne suis pas belge pour rien. Deuxième question, la vidéo complète du XH2, ça arrivera en octobre ou novembre. Pourquoi? Parce que je comptais faire la même chose sur le XH2S, un retour d'expérience après un an. Donc j'aurais dû le sortir là maintenant. Mais je me suis dit que ce serait cool de faire une vidéo commune au XH2S et au XH2, un an après l'utilisation. Et le XH2, je l'ai eu en octobre-novembre. Donc à cette période-là, en fin d'année, tu auras un test complet. Il est déjà en cours d'écriture et la vidéo sera à mon avis très très longue, peut-être pas loin des 45 minutes. De retour d'expérience sur les deux boîtiers, on va parler d'autofocus, de qualité d'image, des mises à jour, des optiques que je vous conseille, etc. Ça arrive, mais en fin d'année. Et la première question, c'est quoi qui t'a donné envie de faire des vidéos autour de la photo sur YouTube? Il faut savoir qu'en fait, quand j'ai commencé, il y avait déjà des youtubeurs qui parlaient de photos, je vais en citer quelques-uns, mais je risque d'en oublier. Ampara, c'était Xavier Navarro, c'était Objectif Photographe d'ailleurs à l'époque. Arnaud Thierry, que j'aimais énormément. Sébastien Roignan, F1.4, il y avait qui? Il y avait Blaise Fiedler, et mon petit réflexe, Sylvain Lepoutre, avec qui j'ai pu faire une vidéo entre-temps, d'ailleurs ça me fait toujours un peu marrer de me dire que c'est quelqu'un que je regardais au tout début, avec qui j'ai pu collaborer, enfin soit. Mais il n'y avait pas, je trouve, de... Comment dire? Je trouvais le tout très technique, très... Il faut apprendre le flash en mariage, c'est quoi? Et au final, il n'y avait pas de pratique sur le terrain. Et c'est ce qui me manquait beaucoup. Et donc j'ai vraiment voulu apporter cette patte sur YouTube. J'y arrive pas tout le temps. Hein. Malheureusement, comme aujourd'hui, je dois rester en intérieur. Mais j'aime bien avoir vraiment la pratique sur le terrain pour voir que oui, c'est bien d'utiliser un flash à 800 € pour faire cette photo-là. Mais en fait, si tu te places un peu différemment, tu peux t'en passer. Tu n'es pas toujours obligé d'utiliser ce que nous, on te montre. Et donc j'aime bien ces petits trucs et astuces qu'on retrouvait beaucoup sur le YouTube anglophone, mais pas énormément sur le YouTube francophone. Donc voilà, j'ai voulu apporter ma patte et ça a l'air de fonctionner. Michel, je suis enseignant et passionné de photographie, autant dire que c'est toute une conversation que j'aimerais avoir. Instagram est là pour toi. Comment gères-tu ton emploi du temps entre tes jeunes, tes copies, préparation de cours, tes projets photos et ta vie privée? YouTube représente-t-il un revenu conséquent? La part des partenariats dans les revenus? Ta notoriété influence-t-elle ton métier d'enseignant avec les élèves, avec les parents, avec les collègues? Finalement, as-tu 3 heures devant toi? Non, j'ai un café devant moi déjà. Pas enseignant pour rien. Alors, grosse question. Je vais essayer d'être complet et en même temps assez rapide parce que pour quelqu'un qui n'est pas enseignant, ça doit être assez chiant, j'imagine. J'essaye au maximum de séparer vie privée, YouTube, photo et école. Parce que quand ça se mélange, c'est là où les problèmes arrivent, à mon sens. Je ne cache à personne, ni aux élèves, ni aux parents, ni aux collègues, que je fais des vidéos sur YouTube. Je faisais des vidéos sur YouTube avant même de commencer mon métier d'enseignant. Des retours de collègues, j'en ai que très peu. Des retours de parents, j'en ai jamais eu. Donc soit ils ne le savent pas, soit ils s'en foutent complètement. Et des retours d'enfants, évidemment, j'en ai. Je suis enseignant de la première à la 6e primaire en Belgique, donc ça veut dire des enfants de 6 à 12 ans. Je précise l'âge parce que je sais que ce n'est pas toujours les mêmes noms de classes en France et même dans d'autres pays.
Je donne le cours de philosophie et de citoyenneté et des cours de maths en 6e. Et le cours de philo, c'est de la première à la 6e. Donc, en fait, j'ai accès, enfin, comment j'ai accès, c'est un peu bizarre comme mot ça, mais je donne cours à des enfants de tout âge, de 6 à 12 ans. En général, ils commencent à me repérer sur Internet vers 11-12 ans, vers la fin de 5e primaire, début de 6e primaire. Et à chaque fois, je leur dis, écoutez, il n'y a pas de problème, on peut en parler, mais pas en classe. En classe, c'est moi le prof, c'est moi qui donne cours, c'est moi qui choisis de quoi on parle. Et ma vie privée ou ma vie autre, YouTube, photo, n'a rien à faire en classe avec les élèves. Donc, je donne mon cours, et si vous voulez me parler, si vous voulez qu'on parle de YouTube ou d'autres choses, parce qu'ils savent que je joue aux jeux vidéo, que je regarde du foot, que j'écoute de la musique, des fois on se croise en concert. Si vous voulez parler de tout ça, il n'y a aucun problème, ce sera avec grand plaisir, mais c'est aux récréations, pause de midi, avant ou après l'école, mais pas en classe. Parce qu'en classe, ils sont là pour apprendre une matière que moi je vais leur enseigner. Pas pour apprendre comment est-ce qu'on fait des vidéos YouTube. Ce n'est pas une matière que j'enseigne. Donc, une fois que j'ai posé ce cadre-là, j'ai jamais eu aucun problème. Et oui, de temps en temps, j'en parle avec les enfants. Parce que, comme toi ou comme vous avec cette FAQ, ils ont besoin de poser des questions aussi. Tiens, comment est-ce qu'on fait? Et je trouve ça bien en fait de leur en parler. Parce que c'est un métier qui est assez récent au final. Il n'a pas 20 ans. Et c'est un métier que les enfants voient tous les jours. Parce qu'ils sont sur YouTube, ils sont sur TikTok, ils sont sur Insta, ils sont sur Snap. Et donc ils voient des personnes qui vont faire de cet univers de vidéos Internet un métier pour eux. Donc je trouve ça assez important de leur en parler. Après, au niveau emploi du temps, j'essaye d'organiser ma journée entre le matin jusqu'à 16h, c'est l'école. Et donc il n'y a pas de YouTube dedans. Quand je rentre 16h30, 17h, jusqu'à 19, 19h30, c'est du YouTube, c'est de l'écriture, c'est du montage, c'est du tournage. Et puis ensuite, vie privée. Donc, ça me permet d'avoir par jour 2-3 heures consacrées à YouTube. Mais je ne fais pas YouTube tous les jours. Tu veux bien faire plus de bruit encore, toi? Voilà, mange ça là. Il y a des jours où je remplace ces 2-3 heures de YouTube par 2-3 heures de photos. Ou par 2-3 heures de rien. C'est important aussi de rien faire. Des fois, ça fait du bien. Donc, j'essaye d'organiser mon emploi du temps de façon assez linéaire. C'est d'abord l'école, et puis YouTube ou photo ou autre, et puis vie privée. Et j'ai également la chance d'avoir toutes mes heures de fourche. Donc, les fourches, ce sont les pauses des enseignants, en gros. Mes 4 heures de fourche par semaine, je les ai le mercredi matin. Et donc, ça me permet d'avoir tout mon mercredi de libre pour faire du YouTube. Généralement, c'est ce jour-là où je vais tourner. Parce que je suis tout seul à la maison. Plus maintenant qu'il y a le chien, mais soit, ça me permet de tourner dès 8h du matin dans le petit studio que j'ai aménagé au grenier, ou de partir pour faire des vidéos en extérieur. C'est vraiment ma journée de tournage. Et donc les autres jours, c'est vraiment les journées de réponse aux mails que je reçois, montage, et puis le reste, un peu de photos également, quoi. Voilà, je pense avoir répondu à toutes tes questions. Ah non, YouTube représente-t-il un revenu conséquent et la part des partenariats dans les revenus? Partenariat, 0. Voilà, j'ai fait un jour un partenariat YouTube, c'était avec Ampara, plateforme de formation. J'ai facturé 800 €. Et une fois que les impôts sont passés, etc., il me restait, que je ne dis pas de bêtises, 220 ou 240, je ne sais plus. Donc voilà, ce partenariat-là, il m'a rapporté 220-240 €. Et revenu conséquent pour YouTube, tous les mois AdSense, donc la publicité que vous voyez sur YouTube, ça me rapporte une moyenne de 250 € par mois. Il y a des fois c'est un peu plus, ça monte jusqu'à 300, il y a des fois c'est un peu moins, ça descend à 200. Donc voilà. Et pour revenir sur les liens d'affiliation, là c'est du bon d'achat, parce que je n'ai pas d'entreprise. C'est du bon d'achat, donc ça me permet de financer un peu de matériel. Je réfléchis vite fait, mais par exemple IPLN, il me semble que je suis à 300 € depuis 2-3 mois. Donc c'est très très bien, ça me permet par exemple le prochain X100, quand il sortira, l'année prochaine j'imagine, voilà, j'irai l'acheter en me disant je prends le prix et je retire 3, 4, 500 € parce que j'ai des bons d'achat grâce à YouTube. Donc ça c'est très cool, merci à vous. Question suivante. Ah oui, c'est la question du XS20, ok. Je vous mets la question en tous les cas ici en longueur. Le XS20 apparemment, il a des problèmes de température élevés. Quand moi je l'ai testé, j'ai pas eu de problème, c'est pour ça que je vous en ai pas parlé. Mais vous êtes plusieurs à me dire qu'il y a un problème de température, donc c'est qu'il doit y en avoir un, j'ai dû avoir de la chance. Donc je vais essayer de le reprendre à Fuji Belgique en août, de façon à pouvoir le tester. Parce que vous êtes plusieurs à me dire qu'il y a des problèmes de température élevés, moi j'en ai pas eu, je comprends pas. Donc j'aimerais bien retester ça. Delorme, bonjour, combien de photos fais-tu par an? Beaucoup.
Je dois en faire, à mon avis, entre 20 et 30 000 par an. Facile. Pour vous donner une idée, j'ai acheté un X100V l'année passée en occasion, en août. Quand je l'ai acheté, il avait 50 déclenchements et j'ai regardé tout à l'heure, il a 11 300, juste le X100V. Et c'est pas mon boîtier principal. J'ai un XH2, un XH2S. Le XH2S, quand j'utilise, c'est généralement en rafale en plus. Donc tant pour le chien que pour démarrer, j'ai besoin des 40 images par seconde. Enfin, j'en ai pas besoin, mais je l'utilise quand même. Donc lui, il doit aussi avoir pas mal de déclenchements. À mon avis, entre 25 et 30 000 par an, facile. Bully Darkflow, question suivante. Peut-on avoir une nouvelle vidéo avec tes objectifs préférés pour la gamme X animalier voyage? Oui, ça arrivera la saison prochaine. Voilà, comme ça tu sais tout. Vincent, bonjour Pierre, peux-tu nous faire un petit récap de ton matériel? Merci d'avance et belle soirée. Oui, je vais essayer de ne pas expliquer pourquoi je prends tel matériel, sinon ça va être beaucoup trop long. Mais partons des boîtiers XH2S, XH2, X100V. Dans les objectifs, les zooms 8-16 de 8, 16-55 de 8, 50-140 de 8 et j'aimerais bien un 100-400 ou un équivalent, une très longue focale mais que je n'ai pas encore. En fixe, j'ai les deux Nisi, le 9 et le 15 mm. J'ai le 18-1.4 qui me filme, c'est surtout pour YouTube que j'utilise, il est génial. J'avais dit que je n'expliquerais pas. Donc le 18, le Viltrox 75 1.2. Et je devrais avoir prochainement également leur 27 1.2 qui sort en août. Après, en vidéo, j'ai également le 35 et 55 mm Sirui que je vous ai testé, dont je vous ai parlé récemment. Le 35 me filme juste là. Et le 24 devrait pas tarder à arriver. Voilà, je pense avoir fait le tour des optiques. Après, pour le reste, deux trépieds, un Léo Photo, très précis mais un peu lourd, un Ulanzi qui est là, très compact, très chouette à utiliser, des filtres, j'en ai parlé en début de vidéo, des sacs photo, j'en ai 4 que j'utilise, deux Wander, un 11 litres qui est mon quotidien et un 31 litres et deux F-Stop, un cachemire que j'aime énormément, c'est mon sac préféré, et un 50 litres, je pense que c'est le Ajna chez eux, je ne sais plus. Bref, c'est le F-Stop de 50 litres, voilà, plus ou moins. Après pour le reste, des micros, un drone, le DJI Mini 3 Pro, j'aime beaucoup pour le moment, et puis c'est bien déjà. C'est bien déjà. Bernard, bonjour, pour avoir une bonne montée en ISO, quel capteur, micro 4 tiers APS-C, full frame, moyen format, empilé ou pas, importance de la taille des photosites sur ce sujet. Bernard, comme je l'ai souvent dit, je ne suis pas du tout technicien, donc là tu me poses une colle. Maintenant je vais te dire ce que moi j'ai pu tester et ce dont j'ai pu parler avec d'autres photographes. Chez Fuji, ça c'est moi qui ai testé, le XH2S et le XH2 sont terribles en montée en ISO. Le XH2, malgré ses 40 millions de pixels, il monte à du 4000 ISO sans problème, et donc le XT5 également. Chez Nikon, Z8, Z9, ils sont incroyables en montée en ISO. Chez Canon, le R6 Mark II, le R3, le R5 est pas mal en montée en ISO aussi, mine de rien. Un peu moins bon, mais ça reste pas mal. Chez Sony, il y a cet S3, voilà, 12 millions de pixels, mais une montée en ISO, une envolée en ISO incroyable. La 7R5 est très bon chez eux aussi, la 7 IV, évidemment le A9, le A1. Et en micro 4 tiers, de ce que j'ai pu tester quand j'en utilisais, c'était le G9, qui était très bon également. Donc voilà, c'est donné un petit peu quelques pistes dans différentes marques. Pardon. Oui, je t'en prie. Tout va bien? J'ai donné quelques pistes dans les différentes marques. Maintenant, je ne sais pas chez qui tu es. Question suivante de Marc. Bonjour, Fujifilm a eu le courage de publier la liste des objectifs qui utilisent toutes les capacités du nouveau capteur du X-T5. Existe-t-il ou serait-il possible de faire une vidéo qui fasse le point sur les objectifs tiers? Donc je disais, interruption canine, je n'ai pas cette liste, je ne saurais pas la faire tout seul. Par contre, ta question m'a donné envie de demander à d'autres personnes qui utilisent du Zeiss, du Samyang également, bref des optiques que je n'ai pas, de faire cette liste en mode collaboration et de la rendre publique, ce serait vraiment cool. Donc là maintenant, j'ai pas de réponse à ta question, mais ce sera à mon avis une très bonne idée pour une future vidéo. Bonjour Pierre, est-ce que pour toi le XS20 peut être conseillé si on veut faire de la photo de paysage à visée amateur voire pro, même si sur le papier il est en dessous du XH2 et du XT5? Oui, un grand oui. J'ai fait beaucoup de photos pendant 4 ans au XT4, ça n'était entre guillemets que du 26 millions de pixels, et c'est totalement très bon. Donc t'as pas besoin d'avoir du 40 millions de pixels pour faire du paysage. Pourquoi est-ce que moi j'ai choisi d'avoir cette résolution? Par gourmandise, ça c'est la première des choses.
Deuxièmement, c'est parce que j'aime bien cropper, j'aime bien redresser, et donc là, oui, c'est cool d'avoir du 40. Mais avoir du 26, c'est totalement suffisant dans la plupart des utilisations, même dans toutes les utilisations en fait. Donc oui, prends le XS20, fais du paysage, fonce. Question suivante, quel premier et deuxième objectif acheter conseillerais-tu? La phrase n'est pas française, c'est pas grave. Pour compléter un XS20 plus Sigma 1850. Je dirais d'un côté, en grand angle, le Tamron 11-20 mm 2.8, compact, léger, une très bonne qualité optique. Soit de l'autre côté de la focale, en longue focale, les Fuji 55-200 ou 70-300. Le 55-200 a l'avantage d'être moins cher, mais il zoome moins loin. Donc voilà, j'ai beaucoup aimé le 70-300 chez Fuji. Donc à choisir, soit tu veux un grand angle Tamron 11-20, soit tu veux une longue focale 70-300 ou 55-200. Fred, bonjour, toujours content du XH2S, quels sont les points négatifs depuis que vous l'avez? J'en ai parlé rapidement dans la vidéo au début, les mini-bugs qu'il peut y avoir, malheureusement. Martinez, Sacha, hello Pierre, comment fais-tu pour garder l'inspiration et la motivation? Bonne question ça. Je prends du café déjà. La motivation, je pense que c'est chez Léo Duff que j'ai entendu ça, dans un de ses podcasts. La motivation, elle ne vient pas avant de faire le travail. Elle vient une fois que ton travail est terminé. Et elle vient pour continuer ton travail ou pour en recommencer un autre. Donc, j'attends pas d'avoir la motivation pour me lever et aller créer. Le fait que je crée et que je termine une vidéo, ça me motive pour faire la suivante. C'est pour ça que généralement, quand vous regardez ma chaîne YouTube, en fait, au niveau des sorties de vidéos, il y en a des petits paquets qui se suivent très fort. Par exemple, je vais sortir en 2 semaines 3 vidéos. Et puis plus rien pendant 2 semaines. Et puis, la semaine d'après, 2 vidéos. Parce que j'en ai fait une, et puis directement, ça me donne envie de continuer la deuxième. Donc la motivation, en tout cas, chez moi, elle vient comme ça. Alors comment est-ce que je fais la première, s'il faut bien se lancer? Je regarde un peu ce que j'ai déjà fait. Pour ça, je trouve que les réseaux, c'est top. Je regarde sur Insta et sur YouTube ce que j'ai déjà créé. Et je me dis, mais j'étais bien à ce moment-là. Je veux dire, je me rappelle de cette motivation à ce moment-là, et donc ça me pousse à créer autre chose. Quant à l'inspiration, beaucoup de livres photos, beaucoup de films, je suis très friand des images en fait, beaucoup de films, beaucoup de documentaires, j'aime bien en avoir plein les yeux. J'adore aller au cinéma, aller en IMAX et avoir un écran énorme pour me dire « Wow, c'est trop bien quoi !» Et donc ça c'est beaucoup d'images. Après au niveau inspiration, c'est très écolo à dire, mais je trouve que la nature est une belle source d'inspiration. Moi, je prends beaucoup de photos de dehors, en extérieur, très peu dans les villes au final. Et j'aime bien des fois juste me balader en forêt ou en campagne et juste regarder autour de moi. Et juste des fois l'impact de la lumière qui passe au travers des branches d'un arbre ou qui découpe un arbre en une zone ombragée et une zone claire me donne l'inspiration de me dire « Ouais, mais en fait, l'image est déjà faite quand j'ai juste à lever mon appareil, clac, et c'est fait. » Donc ouais, le fait de sortir, ça m'inspire beaucoup en tout cas. Et pour ça, le chien c'est bien, parce que lui il a besoin de sortir tous les jours. Donc ça me pousse à le faire. Question suivante, j'ai découvert assez récemment ta chaîne qui m'a clairement donné envie de me remettre à la photo. Aussi je crois savoir que tu es prof des écoles, ma question serait de savoir si et comment, le cas échéant, tu raccroches ta passion à ton métier. Très bonne question Xavier, merci de me l'avoir posée. Je ne parle pas de photo à l'école, parce que ce n'est pas mon cours. Je ne parle pas de photo dans le sens où je ne parle pas d'appareil, de prise de vue ou de quoi que ce soit. Même si je suis d'accord avec toi, je pense que ça pourrait développer la créativité, mais quand tu prends bien conscience des enfants, ils sont déjà bourrés de créativité. Il n'y a que BFM TV qui veut te dire que les enfants sont débiles à cause des jeux vidéo, c'est pas vrai du tout. C'est pas vrai du tout. Ils n'ont juste pas la même créativité que toi ou que celle que nous on avait il y a 20 ans, quand nous on était à leur place. Mais la créativité est toujours là chez eux. Cependant, le fait d'aimer la photo me pousse à aller chercher des images qui sont un peu plus percutantes. Je donne le cours de citoyenneté et de philosophie, donc il y a des fois où j'ai besoin de parler de grands citoyens de ce monde. Là au hasard, Martin Luther King par exemple. Ben, je vais aller chercher des photos qui sont claquantes, qui ont du sens pour eux. Donc le fait d'aimer la photo va peut-être m'aider à me dire bah, tiens déjà je connais tel photographe qui a fait telle chose, donc je sais déjà où aller chercher. Et puis en plus quand je ne sais pas où aller chercher, que je tape simplement sur Google Images Martin Luther King, je vais avoir plein de photos.
Internet va t'envahir de photos, je vais savoir, en tout cas je vais peut-être avoir un peu plus d'affinité sur quel cadrage choisir, quel format choisir, quelle photo choisir tout simplement. Donc je ne parle pas de photos purement en classe, mais je pense que dans tous les cas ça vient à travers moi, parce que voilà. En petite pause, le chien doit sortir. Hop. Et dernière question, si je ne me trompe pas, très bonne question d'ailleurs. Penses-tu organiser des photowalks dans différentes villes de notre beau pays? Tu pourrais nous montrer comment tu fais une sortie photo et avoir des trucs et astuces en réel, c'est toujours un plus. J'espère mettre une idée dans un coin de ta tête. Qui m'a envoyé ça? Marcel, je pense. Marcelo Rodriguez, je n'ai pas envie d'écorcher ton prénom. J'adore cette idée. Franchement, c'est une idée que j'aime énormément. J'y avais déjà pensé, mais j'avoue que je suis des fois un peu... Je suis très timide au final, donc j'ai du mal à me dire qu'on va se donner rendez-vous à tel endroit et que des personnes vont venir. Parce que moi j'ai organisé ça, tu vois. Je suis un peu... C'est pas pour rien que je parle à une caméra et pas à des vrais gens. Mais en soi, j'aime beaucoup l'idée. Il faudrait juste que ça mûrisse encore dans ma tête pour savoir dans quel niveau sécurité déjà, niveau peut-être assurance s'il faut ou pas, où est-ce qu'on fait ça, dans combien de personnes j'accepte ou pas, parce que prendre 20 personnes ça va servir à rien du tout, mais en prendre que 3 c'est peut-être pas suffisant. Comment est-ce qu'on organise ça, parce que tout le monde n'est pas sur Facebook, or faire un événement ce serait quand même le plus simple. Je sais pas, il faut encore que ça mûrisse un peu dans ma tête, mais en tout cas, effectivement, tu as vraiment planté en mode Inception cette idée dans un coin de ma tête et je sens que ça va mûrir. Donc merci beaucoup en tout cas. Bon, on arrive à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Encore toutes mes excuses de devoir la faire en intérieur, mais voilà, le temps, la météo pour le moment est vraiment catastrophique en Belgique, donc voilà, je n'allais pas faire ça sous la drache quoi. Merci pour ces nombreuses vidéos et pour vos nombreux retours durant toute cette année. J'ai commencé l'année en septembre en disant que j'allais faire moins de vidéos. Au final, c'est quand même la 46e ou 47e, celle-ci. Donc, j'ai quand même pas chômé. Je suis assez content de moi pour une fois. Merci d'avoir commenté, d'avoir liké, d'avoir partagé, de vous être abonné, tant à YouTube qu'à Instagram, de m'avoir envoyé des messages, juste pour dire des fois merci. Mais c'est juste quelque chose qui fait énormément plaisir. Donc voilà, merci à vous également. Je vous rappelle, tous les réseaux sont en description de la vidéo. On va retrouver du Twitter, de l'Instagram, du YouTube et du Facebook. Il y a également Vero, mais que j'ai complètement abandonné, mais soit. Et puis on se retrouve, nous, fin août, début septembre, pour la reprise de la nouvelle saison, qui sera la saison 9 ou la saison 10, je ne sais plus, il faudra que je regarde à ça. Et puis en attendant, ben, sortez, faites des photos, faites des vidéos, mais surtout faites ce que vous aimez, c'est le plus important. Et puis à la prochaine tout le monde. Ciao, bonnes vacances.